Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors qu'en ce moment on charbonne un peu plus. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, je suis en train de préparer une première petite vidéo slash épisode un peu hors série concernant les Negro Leagues. Donc restez à l'écoute, bon, j'ai du montage et tout à faire donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous la sortir. Mais en tout cas l'enregistrement est fait. Voilà, pour ceux que ça intéresse, un peu d'histoire, de culture, d'aspect sociétal, et évolution d'une société via le prisme du sport et notamment du baseball. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez me retrouver tous ces épisodes, sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez pour le coup sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Peut-être pas tous, mais bon, les plus connus en tout cas. Instagram, Facebook, Twitter ou X, TikTok. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit épisode court et assez jovial, un petit jeu que l'on peut faire, c'est un peu le que sont-ils devenus. Vous savez, forcément avec les sports américains il y a l'aspect draft et on a forcément à chaque année des favoris à la draft, des talents qu'on imagine exploser au plus haut niveau, mais dans le sport, vous l'imaginez bien, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc l'idée de cet épisode est certainement de la suite d'épisodes qui vont nous amener jusqu'à novembre-décembre. Je pense, on va revenir sur des drafts. Par exemple, là, cette fois-ci, on va commencer par la draft 2015, tiens. Et puis, on va regarder un peu ce que sont devenus les joueurs, notamment les joueurs du premier tour de cette draft, et surtout les joueurs universitaires, ce qui nous intéresse le plus, parce que ce sont ceux que je connais le plus, bien entendu. Donc ça va être un jeu assez intéressant et assez marrant à faire, pouvoir comparer la position de draft à laquelle ils étaient par rapport à ce qu'ils sont vraiment devenus au niveau de la MLB par exemple, ou même du baseball au niveau professionnel. Donc j'ai envie de dire, on peut commencer directement en se remémorant tout d'abord la draft. On va pour ce faire se remémorer le premier tour, bien entendu, et après se remémorer le premier tour, on va pouvoir faire une comparaison avec ce qu'ils sont devenus, et finir par rapport à des joueurs peut-être qui ont été draftés à des tours beaucoup plus loin, mais qui sont pour le coup devenus des joueurs référents et référencés en MLB. Alors, je l'ai joué un peu bon comédien, mais je suis un petit filou, parce que si je prends la 2015, c'est pas pour rien, je pense que vous vous en rappelez, mais c'était une draft très chargée en talent, et on va le voir assez rapidement. Je pense qu'on va être d'accord sur pas mal de joueurs qui ont réussi pour le coup leur transition du monde amateur vers le monde professionnel. Alors, rappel de ce fameux premier tour. Alors, en numéro 1, on avait bien sûr le fameux champion avec Vanderbilt en 2014, c'est Dansby Swanson. Il a été drafté en pick numéro 1 par les Diamondbacks, en tant que shortstop bien entendu. En deuxième position, vous le connaissez bien aussi, c'est un des joueurs référencés de cette dernière décennie, c'est Alex Bregman. On va dire infielder, parce qu'il avait commencé shortstop, mais très vite, on l'a vu à d'autres positions de l'infield. Il nous venait d'LSU, LSU grosse fac bien sûr, en termes de baseball. Et donc il avait été drafté par les Houston Astros. C'est d'ailleurs un compensation pick, si je me rappelle bien. On avait également ensuite Brendan Rodgers des Colorado Rockies, qui lui nous venait de high school, Lake Mary High School. Dylan Tate, pitcher de UC Santa Barbara, qui avait été drafté en 4ème position par les Texas Rangers. Kyle Tucker, en 5ème position, outfielder qui nous venait de high school, HB Plant en Florida. Et il a été bien sûr pris par les Houston Astros. En 6ème position, on avait Taylor Jay de la fac d'Illinois, qui était donc un pitcher gaucher drafté par les Twins. Andrew Benintendi, on se le rappelle également, outfielder d'Arkansas, très bon outfielder au niveau universitaire. Si je me rappelle bien, il a même été Golden Spikes. Peut-être j'ai un trou, donc à prendre avec des pincettes, mais je pense de tête qu'il a été Golden Spikes. Outfielder donc du côté d'Arkansas, qui avait été recruté ou drafté en 7ème position par les Boston Red Sox. Carson Fulmer, qui nous provenait de Vanderbilt, Vanderbilt champion en 2014.
Il faisait partie de ce groupe, lui, lanceur droitier, qui a donc été recruté par les Chicago White Sox en 8e position. Ian Happ, qui nous venait de la fac de Cincinnati, outfielder bien connu, vétéran référent de la MLB qui nous provient des Chicago Cubs. On le rappelle, a été drafté par eux en 9e position. Les Phillies en 10e position avaient recruté Cornelius Randolph, shortstop de Griffin High School en Géorgie. Tyler Stevenson, catcher de Kennesaw Mountain High School en Géorgie, drafté en 11e position par les Cincinnati Reds. Josh Naylor, tiens donc, première base qui nous venait directement du Canada, du St. John of Arc Catholic Secondary School dans l'Ontario, donc au Canada, drafté par les Miami Marlins. Garrett Whitley, drafté par les Tampa Bay Rays en 13e position, outfielder high school de Niskayuna, c'est du côté de l'État de New York. Colby Allard, Atlanta Braves, en 14e position. Le lanceur gaucher qui nous venait du high school de San Clemente en Californie. Trent Grisham, bien entendu, le bon vieux Trent Grisham qui en ce moment est chaud comme la braise du côté des Yankees, qui avait été drafté donc 10 ans auparavant par les Brewers en 15e position. Il nous venait de la Richland High School du côté de Texas. James Caprillion du côté des Yankees, lanceur droitier de UCLA qui avait été champion en 2013 de mémoire. Et donc, je peux pas me rappeler s'il faisait déjà partie de cette promotion champion 2013, mais en tout cas, il était dans une fac qui à ce moment-là carburait comme il se doit. Brady Aiken, qui nous venait de la AMG Academy, Florida, lanceur gaucher qui avait été drafté en 17e position par les Indians de Cleveland, qui sont devenus depuis les Guardians. Phil Bickford, lanceur droitier qui nous venait de Southern Nevada et qui avait été drafté donc en 18e position par les Giants. Kevin Newman qui nous venait de la fac d'Arizona, grosse fac bien entendu. Shortstop récupéré par les Pittsburgh Pirates en 19e position. En 20e position, on avait donc Richie Martin qui venait de la fac de Florida qui était une grosse fac, je le rappelle, et qui nous venait en qualité de shortstop, drafté par les A's d'Oakland de l'époque. Ash Russell, pris par les Royals en 21e position, qui nous venait de High School, Cathedral High School, qui était dans l'Indiana. Lanceur droitier. Bo Burrows des Detroit Tigers, pris de Weatherford High School dans le Texas, lanceur droitier. Et donc en 22e position. En 23e position, Nick Plummer, qui a été pris de Brother Rice High School. Je pense que c'est dans le Michigan, si je dis pas de bêtises. Et il nous a été drafté par les St. Louis Cardinals, lui qui était outfielder. Walker Buehler, bien entendu, lanceur droitier, Vanderbilt, même classe que Dansby Swanson, grosse fac, surtout à l'époque. Lanceur droitier qui a été récupéré par les Dodgers. DJ Stewart, Florida State. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça chez les Mets, il a eu une seconde jeunesse chez les Mets, on va en reparler. Outfielder, récupéré par les Baltimore Orioles en 25e position. Et en 26e position, on avait eu donc Taylor Ward qu'on a bien vu ces dernières années, qui avait été pris par les Angels, qui nous venait de Fresno State, en qualité de catcher. Spoiler alert, et il joue plutôt dans l'outfield maintenant. Voici notre premier tour. On peut mentionner 2-3 autres noms qui étaient dans le tour de compensation, notamment Mike Soroka, drafté par les Braves Atlanta, qui nous venait du Bishop Carroll High School, je pense que c'était dans l'Alabama. Qui d'autre je peux parler? Cameron Hayes, bien sûr, qui nous venait de Concordia Lutheran High School, 3e base, qui est toujours du côté des Pirates. Et puis, je pense qu'on peut donner un dernier nom, Ryan Mountcastle, qui est toujours, si je dis pas de bêtises, du côté des Orioles, ça c'est à vérifier, mais en tout cas qui nous venait de Haggerty High School en Floride, et drafté à cette époque-là par les Orioles à bon escient. Donc voilà, on a ce premier tour, et je pense que dès que j'ai énoncé certains noms, ça vous a parlé, puisque il y a des noms qui sont des stars d'aujourd'hui de la MLB. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que sont-ils devenus? On commence bien entendu par le bon Dansby Swanson. Vous le savez, shortstop actuellement des Cubs, donc il a plutôt une carrière très solide. Je rappelle très rapidement pour la petite histoire, il avait été drafté en 2012 au 38e tour par les Colorado Rockies, mais il avait décidé de plutôt suivre son commit du côté de Vanderbilt. Je pense que 38e tour, sorti de lycée, vous dites, vaut mieux que je continue à travailler au niveau universitaire et à me prouver que je vaux bien mieux qu'un 38e tour. Malheureusement, il arrive blessé, donc
Il n'est pas redshirt, il joue quand même quelques matchs, mais il a eu beaucoup de blessures là, de sa saison freshman à Vanderbilt. Puis en tant que sophomore, il a eu une breakout saison avec Vanderbilt, et cette saison-là, il gagne d'ailleurs le premier titre de l'histoire de Vanderbilt. Il va être élu Most Outstanding Player, on va dire l'équivalent du MVP pour les College World Series. À cette époque-là, d'ailleurs, il avait joué seconde base en sophomore. Il va repartir en tant que shortstop pour sa troisième saison. Bon, deuxième complète saison, mais troisième saison du côté de Vanderbilt. Et il va d'ailleurs gagner le Brooks Wallace Award pour le meilleur shortstop, on va dire, du college baseball. Il est donc drafté en premier pick de la draft 2015 par les Diamondbacks. Mais après une seule année dans le farm system des Diamondbacks, il est trade en tant que, vous savez, souvent on fait des trades en MLB, notamment avec des packages prospects. Ça veut dire, vous voulez un joueur. Par exemple, là, à cette époque-là, les Diamondbacks voulaient Shelby Miller. Shelby Miller, il a joué notamment pour les Cardinals. Et donc, à cette époque-là, il jouait pour les Braves. Et du coup, Dansby Swanson va atterrir de l'autre côté du trade, du côté des Braves. Il va commencer dès la saison 2016 à entrer en MLB, je pense en août 2016. Et il va faire le cut pour être dans l'Opening Day roster en 2017, même s'il va repartir en AAA. On va le voir clairement prendre son temps pour se mettre vraiment en place et devenir un incontournable du côté des Braves. Je veux dire que quand il va être vraiment débarrassé des blessures, c'est la saison 2020 qui va être la saison vraiment, on va dire, ouais, Dansby Swanson, c'est quelqu'un. Comme je l'ai dit, c'est les blessures qui l'ont surtout pas mal freiné dans son stint du côté des Braves. Il va gagner d'ailleurs le titre, les World Series en 2021 avec les Braves. C'est le premier d'ailleurs depuis 1995 pour cette franchise. C'est un joueur émérite, un joueur quand même très intéressant. Il a été 2 fois All-Star, je le rappelle, 2022-2023, donc champion en 2021. Il a eu 2 Gold Gloves en 2022 et 2023. Joueur encore une fois très solide, que l'on retrouve actuellement chez les Cubs. Donc j'ai envie de dire que clairement la carrière a été quand même plutôt à la hauteur d'un très haut pic de draft. Une pièce importante d'une équipe championne, c'est ce qu'on veut quand on draft des joueurs aussi hauts. Un talent inconditionnel, incontournable. Les blessures l'ont certes quand même pas mal embêté durant sa carrière, mais voilà, il a fait quand même ce qu'il fallait pour prouver qu'il méritait bien une place très très haute dans cette draft 2015. Bon, vous imaginez bien, on vient de parler de Dansby Swanson, mais il y a un joueur qui a pour moi encore plus prouvé, bien entendu, c'est Alex Bregman. Pour la petite histoire, Alex Bregman, c'est quand même un joueur star depuis, on va dire, limite son enfance. Si je me rappelle bien, en 2010, il va être le premier joueur sortant du lycée, enfin un joueur de lycée, le joueur lycéen, il n'était que sophomore à l'époque en plus au lycée, à gagner le USA Baseball Player of the Year. Il va clairement battre des records au niveau lycéen, puis il va donc suivre son commit du côté de LSU. À LSU, il y arrive donc en 2013. Dès 2013, il est en tout cas, il est élu par Baseball America comme étant le National Freshman of the Year. Comme je l'ai dit, en college baseball, vous avez différents organismes et différents journaux ou médias qui ont leur propre classement. Donc, comme j'ai dit, le classement officiel c'est D1 Baseball, mais Baseball America c'est quand même un média référent et référencé quand on parle de baseball, notamment amateur aux États-Unis. Donc, ce n'est pas rien. Il a également gagné cette même année-là le titre qu'a gagné Dansby Swanson 2 ans après. C'est le Brooks Wallace Award dont je viens de parler, donc pour le meilleur shortstop du pays en termes de college baseball. Et il a été 2 fois All-American lors de ses 3 années passées à LSU. Après LSU, on le sait, il est donc drafté par les Astros. Il va commencer en MLB dès 2016. En 2017, il va aller à la World Baseball Classic, il faut le rappeler. 2017, ils vont remporter d'ailleurs, je pense, le titre, les États-Unis, si je me rappelle bien. Il va faire partie de cette Team USA et il va ensuite gagner les World Series en 2017 avec les Astros. Vous vous en rappelez. Au-delà de ça, il a été donc 3 fois All-Star, 2 fois champion en termes de World Series, donc 2017 et 2022 face aux Phillies. Il a été Gold Glove en 2024, Silver Slugger en 2019, donc un très très fort joueur référencé. Actuellement, il est chez les Red Sox. Il se bat pour une wild card pour l'instant. Ils sont pas si loin que ça des Blue Jays, mais je pense que c'est plutôt ils se battent pour la wild card. En tout cas,
Alex Bregman, c'est quand même un des gros joueurs de la MLB d'aujourd'hui. On passe maintenant à Brendan Rodgers, qui avait donc été sélectionné par les Rockies, le shortstop qui venait de Lake Mary High School. Pour la petite histoire, il a une enfance en commun avec Bo Bichette. Et oui, ils ont joué tous les deux ensemble dans les équipes jeunes au niveau du baseball, là où ils se trouvaient. Et d'ailleurs, Dante Bichette, papa de Bo Bichette, qui lui aussi a joué donc en MLB, Dante Bichette, je le rappelle, bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, il avait expliqué aux parents de Brendan Rodgers que leur enfant avait un vrai futur dans le baseball, puisque sa famille c'était plutôt des joueurs de foot, pour le coup, de foot de chez nous, pas de football américain, mais vraiment le soccer, comme ils disent ici. En tant que shortstop à Lake Mary High School, il fait une très grosse saison senior, ce qui vaut de le voir très haut au niveau de la draft. Il est donc sélectionné par les Rockies en 2015. S'il n'avait pas accepté de signer complètement avec les Rockies, il aurait suivi son commit du côté de Florida State, juste pour l'histoire. Mais il va quand même récupérer une très bonne partie du bonus, un pool des Rockies, puisqu'il va signer un bonus de 5,5 millions à la draft. Il va donc passer pas mal de temps dans les mineurs avant d'être promu en 2019 au niveau des majeurs. Il va avoir une saison, une partie rookie à partir de mai 2019, plutôt rookie, il va jouer 25 matchs, des stats pas incroyables mais pas non plus faméliques. En 2020, il va jouer que quelques matchs, je pense 7 matchs, et après il va avoir une blessure qui va l'handicaper sérieusement, une blessure à l'épaule. Donc sa saison 2020 qui était déjà raccourcie à cause, vous vous rappelez, de la pandémie. En 2021, il va être aussi, il va commencer par des blessures, puis après il va quand même jouer 102 matchs. Je pense que d'ailleurs 2021, on peut le dire, c'est sa meilleure saison. En tout cas, en termes de home run, c'est 15 home runs, 51 points produits, et une ligne statistique de .284 à la batte, .328 en OBP et .470 en slugging percentage. En 2022, il a quelques milestones. Par exemple, il a son premier 3 home run game. 3 home run game, c'est-à-dire qu'il frappe pour 3 home runs dans le même match. Ça, c'était en juin 2022. Il va réussir aussi un walk-off home run. Il aura au final une statistique un peu en dessous de sa saison précédente, avec .266 de moyenne à la batte, .325 d'OBP, .408 de slugging percentage pour 13 home runs et 63 points produits. En 2023, rebelote, encore des blessures, il se disloque l'épaule gauche, Il va jouer que 46 matchs, si je ne dis pas de bêtises, sur la saison 2023 pour 4 home runs et 20 points produits. En 2024, il arrive à faire une saison complète, mais c'est une saison plutôt sympathique sans plus. .267 de moyenne à la batte, .314 de BP, .407 de slugging percentage, 13 home runs, 67 points produits. C'est un joueur qui, dans sa carrière, au final, aura été connu pour initier pas mal de ground ball. C'est pas de sa faute, mais voilà. Il va souvent se faire avoir par les balls qu'il va frapper à terre. À la fin de la saison 2024, il va être non-tendered par les Rockies, c'est-à-dire qu'il va devenir free agent. En 2025, il signe un contrat de ligue mineure avec les Astros. Je pense qu'il fait partie d'ailleurs de l'opening day roster des Astros sur cette saison-là, donc sur la saison actuelle. Il a 2 home runs et 11 points produits, si je dis pas de bêtises, pour une moyenne à la batte famélique pour le coup. Je pense qu'il va se blesser, il va repartir en AAA. Enfin bref, ça se passe pas très bien cette saison pour lui, puisqu'il termine dans la injured list, la 60-day injured list, ça veut dire que clairement ça ne va pas. Donc c'est le genre de joueur qui a été drafté très haut, ça arrive souvent, et qui au final ne va pas réussir dû aux blessures, dû à la difficulté à vraiment faire cette transition vers le monde professionnel. Il n'aura pas donc, pour l'instant en tout cas, eu la carrière escomptée.
Notre prochain joueur est encore plus la définition des joueurs qui sont vus très haut et sélectionnés très haut avec un haut potentiel ou un fort potentiel, mais qui n'arrive pas à vraiment s'en sortir. Il a quand même une carrière au final en MLB, mais pas celle qu'on lui imaginait. C'est bien sûr Dylan Tate. Dylan Tate, je rappelle rapidement, euh, il vient en fait de Claremont High School en Californie. Il n'est pas drafté à sa sortie de lycée, donc il suit son commitment avec Santa Barbara. UC Santa Barbara, c'est la seule fac qui lui propose en termes de première division une bourse. Donc c'est pourquoi il l'accepte. En freshman, ça se passe pas très bien. Il va lancer pour 3 manches et se prendre un arrêt de 9. Mais bon, ça arrive souvent parce que vous avez beaucoup de lanceurs. Et souvent les freshmen au niveau universitaire, on en a souvent parlé, ils ont très peu d'opportunités, surtout au niveau du pitching. Ceux-ci sont des gros prospects qu'on attend depuis longtemps. Il va avoir une transformation physique entre sa saison freshman et sophomore, ce qui va aussi se ressentir en tant que joueur important de cette équipe des Gauchos, donc de UC Santa Barbara, puisqu'il va devenir leur closer, et en tant que closer, il va finir avec un ERA de 1.45, 46 strikeouts et 12 saves. Là, on se dit clairement qu'on a un vrai lanceur de baseball, et du côté du Santa Barbara, on se dit que voilà, on va continuer à l'utiliser en tant que closer, mais il va avoir une blessure parmi les starters. Pour vous être honnête avec vous, je ne me rappelle pas, j'ai pas vu assez de fiches pour vous dire quels étaient les starters à cette époque-là du côté de UC Santa Barbara. Mais tout ça pour dire qu'il devient un starting pitcher, et malgré cette conversion qu'on imagine délicate la plupart du temps, pour lui ça va très bien se passer. Il va starter 14 matchs, il va avoir un record de 8 victoires, 5 défaites, avec un ERA de 2.26 et 111 strikeouts en 103 manches lancées. Il apparaît sur les radars des plus grosses franchises MLB et sur des franchises qui sont très hautes placées au niveau draft. Et il va donc être récupéré en tant qu'un des top prospects de cette draft 2015 au 4e pick par les Rangers. Par contre, chez les Rangers, on va très rapidement voir que des choses qu'on voyait au niveau universitaire ne vont pas se transférer au niveau professionnel dans les mineurs, puisque il va commencer en low A, puis après en single A, avoir quelques blessures. En single A, il va finir avec un ERA de 5.12, 55 strikeouts et 27 walks, donc c'est pas folichon en 65 manches lancées. Surtout, on va voir des choses qui font encore plus peur, on va dire, dans le sens où là où on voyait ce haut prospect avec une balle rapide qui pouvait atteindre les 98 miles par heure, il se retrouve à avoir une balle rapide qui ne monte pas au-dessus des 93 miles par heure, c'est-à-dire 5 miles de descente ou de decrease, si on veut parler en franglais, ce qui ne sent pas bon pour lui, puisqu'on voulait très clairement profiter de cet arsenal qu'il avait, notamment en termes de balles rapides. Et donc, il va faire partie de ce package prospect package, comme on dit, quand les Rangers vont vouloir récupérer Carlos Beltran depuis les Yankees. Donc, il va être tradé du côté des Yankees. Là-bas, il va commencer en single A du côté de Charleston. Ça va lui permettre déjà de récupérer un peu de vélocité, de rapidité. En 17 manches, un peu plus de 17 manches lancées là-bas, il va avoir un ERA respectable, 3.12 d'ERA, 1.56 de whip. Il va ensuite partir dans l'Arizona Fall League, vous savez, cette fameuse Fall League qui permet de voir un peu plus les prospects, et souvent ces prospects-là tendent à finir en MLB. Il va d'ailleurs participer au Fall Stars Game là-bas. Il va louper le début de la saison 2017, puisqu'il va avoir un problème au niveau de son épaule. Il va ensuite finir par commencer, et il aura en IA, du côté de la Florida State League, un ERA de 2.62. On va donc se dire, du côté des Yankees, il est temps de le promouvoir en AA. Il va aller du côté de la AA et il va finir la saison donc 2017 en AA, où il va avoir 3.24 d'ERA en 25 manches lancées. En 2018, il va être trade par les Yankees du côté des Orioles, puisque les Yankees voulaient récupérer Zach Britton. Et il va enfin avoir une vraie chance de commencer en MLB, si je ne dis pas de bêtises, du côté de la saison 2019.
Donc, il faut le savoir, en 2018, il va clairement jouer du côté de Trenton Thunder et après, quand il va être tradé du côté des Bowie Bay Sox. Les Bowie Bay Sox, d'ailleurs, je vous rappelle, hein, j'étais parti les voir. Il y a une vidéo, si vous voulez aller voir pour les plus curieux d'entre vous, sur YouTube. Il va finir cette saison en 2018 avec un ERA de 4.16. Puis en 2019, il va recommencer du côté de Bowie. Il va avoir sa chance le 26 juillet 2019 en MLB, donc c'est son start officiel en MLB. Il va lancer pour 2 manches et va permettre à l'équipe adverse de récupérer 3 runs. Il va avoir au final 16 apparitions en MLB pour sa saison rookie avec un ERA au final de 6.43. Ensuite, en 2020, sur cette saison raccourcie via la pandémie, il va lancer lors de 12 matchs, avoir un ERA solide de 3.24 et 14 strikeouts sur cette saison-là. En 2021, toujours du côté des Orioles, il va avoir vraiment beaucoup plus d'apparitions puisqu'il va apparaître sur 62 matchs avec un ERA de 4.39 et 49 strikeouts en un peu plus de 67 manches lancées. C'est 2022 où clairement on a sa meilleure saison, c'est sa breakout season. Là, il va vraiment compter parmi les meilleurs releveurs de l'American League, avec notamment 67 matchs dans lesquels il va participer, 3.05 d'ERA, 60 strikeouts et 5 saves sur 73 points, un peu plus de 73 manches de lancer, on va dire, pour faire simple. Du coup, après cette saison 2022 fast, en 2023, les Orioles vont, pour éviter, vous savez, la fameuse salary arbitration, le signer pour un contrat d'1 an, avec un contrat à la clé de 1,5 million de dollars. Malheureusement, il va se blesser, il va louper une partie du début de la saison. Ça va pas être une saison de toute façon très intéressante pour lui. Il va ensuite en 2024 faire 29 apparitions du côté de Baltimore pour un ERA de 4.59, 23 strikeouts sur 33 manches lancées. Il va être ensuite designated for assignment, vous savez, quand on va dire, bazarde entre guillemets, c'est-à-dire que du coup vous êtes placé sur les waivers, vous pouvez être claim par d'autres équipes. C'est ce qui va se passer pour les Blue Jays qui vont le récupérer. Il va faire, je pense, quelques matchs dans l'équipe première, donc en MLB, avec un ERA de 5.40, rien d'incroyable. Ils vont le non-tender, c'est-à-dire qu'il va devenir free agent, mais ils vont le re-signer pour 1 an en 2025. Et donc sur cette saison 2025, il va passer un peu de temps du côté des Bisons de Buffalo. Il va aussi passer un peu de temps en MLB avec Toronto. Il va avoir pour l'instant un ERA de 5.06 au moment où on parle. Il avait été designated for assignment en mai, mais il a été récupéré au 1er septembre. Donc il fait partie du roster, mais clairement c'est pas une pièce maîtresse du bullpen des Blue Jays. Donc tout ça pour dire, quand on voit cet historique, qu'on peut avoir ce type de joueurs qui, surtout en termes de lanceurs, qui au final ont une saison extraordinaire au niveau college baseball, qui les met sur les radars, surtout en termes de potentiel. Quand on voyait sa balle rapide, notamment du côté du UC Santa Barbara, on imaginait beaucoup de choses avec lui, surtout que ça pouvait être un releveur / closer très intéressant. Ça ne s'est pas translaté, on va dire, au niveau professionnel, et comme vous l'avez pu le voir, c'est un joueur qui a su avoir des apparitions, a su avoir une breakout hier, c'était la 2022, mais à part ça, il fait clairement partie du back-end, on va dire, de la fin d'un bullpen. C'est pas forcément le joueur sur lequel on va le plus s'appuyer. Voilà. Alors, je vais être honnête avec vous, je reprends l'épisode, donc pour vous ça va être un peu bizarre, ça va être une suite d'épisodes avec une voix un peu différente, puisque pour vous raconter ma vie très rapidement, quand j'ai commencé à enregistrer, j'étais en train de tomber malade en fait, tout simplement. Et c'est devenu assez virulent pendant que je finissais d'enregistrer, donc la partie sur laquelle je me suis arrêté sur Dylan Tate. Donc là je reprends avec la voix, vous l'imaginez, changeante, mais tout va bien. Quand on a cette voix en général, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la fin de ce genre de petits soucis. Et on va pouvoir reprendre sans plus tarder en continuant de voir ce qui se passe ou ce que deviennent nos premiers tours de draft. Et le suivant, pour le coup, sa carrière toujours en cours, et c'était une très très bonne carrière jusqu'à présent, clairement à la hauteur du pic de draft auquel il a été sélectionné. Je parle bien entendu de Kyle Tucker, notre bon ami Kyle King Tuck. Je le rappelle, il est sorti de high school, il a été drafté en sortie de high school. Il a commencé en MLB, je pense, dès 2018, si je me rappelle bien. Pour le coup, c'est des souvenirs plutôt frais. C'était à peu près la mi-saison 2018.
très rapidement, il s'est installé dans ce line-up de Houston, tout d'abord en venant du banc et puis en apportant petit à petit des contributions, mais jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. Je rappelle qu'il y a pour moi une année vraiment charnière, c'est l'année 2021, c'est là où il est d'ailleurs sélectionné pour la All MLB Team. Il va gagner les World Championship, n'importe quoi, les World Series. Je sais pas pourquoi je suis parti en World Championship, je suis parti dans un peu trop loin, on va dire. Donc les World Series avec Houston, on se rappelle, c'est face aux Phillies en 2022. Il va d'ailleurs aussi obtenir sa première sélection All-Star. Et il faut le savoir, il a été encore All-Star cette saison. Et il n'est pas sans rappeler qu'il a donc été All-Star consécutivement de cette première sélection en 2022 jusqu'à de nos jours, c'est-à-dire 2025. Il a aussi gagné le Gold Glove cette même année, en 2022, le Silver Slugger, donc du côté offensif, en 2023. Il a été d'ailleurs en 2023 le leader en termes de points produits en American League. Voilou. Si on donnait d'autres accolades, je sais qu'en 2020, pour le coup, il avait été le leader de triple, c'est ça? Si je me rappelle bien, ouais, c'est ça, de triple, quoi, en 2020. C'est clairement un très gros joueur dans l'outfield, right fielder de son état. Il est du côté des Cubs cette saison. Alors, du côté des Cubs, il fait une très bonne saison, même si là il a eu des problèmes de blessure. On le compare beaucoup ces derniers temps à la résurrection de... comment il s'appelle? J'ai un trou. Bellinger, waouh. En fait, je voyais sa tête dans ma tête, entre guillemets, mais j'arrivais plus à trouver son nom, quoi. J'étais en train de partir dans des délires genre Corey Seager, ce qui n'a aucun rapport. Enfin bref, ils se ressemblent même pas. Mais bref, Cody Bellinger, peut-être Corey m'a un peu perturbé. Mais bref, Tucker, voilà, je vais pas en parler non plus 20 000 ans, sinon on va être là pour 3 heures ou 4 heures de podcast. Mais clairement, il a honoré son pic de draft et il continue de le faire. C'est un des futurs free agents les plus prisés de la nation. Bon bah on repart du côté des lanceurs et donc du côté des expectations qui n'ont pas été remplis mais pour diverses raisons. Puisqu'on va parler rapidement de Tyler Jay. Tyler Jay, il a joué du côté de Illinois, l'université. C'était un des gros prospects en termes de lanceurs quand il sort de cette université. Et donc il est récupéré par les Minnesota Twins. Et il faut le savoir qu'entre cette année, donc 2015, et l'année où il va faire ses débuts officiels en MLB, il se passe 9 ans. Donc s'il se passe 9 ans, vous imaginez bien que tout n'a pas été rose, bien au contraire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il commence très bien. Il va donc dans le farm system des Twins faire des bonnes choses. Dès 2015, il va commencer par les Fort Myers Miracle avec un ERA de 3,93 en 18 manches lancées. Il devient ensuite, parce qu'à la base, ils l'ont fait jouer plutôt en releveur, très clairement, puis après ils l'ont fait transiter de ce rôle de releveur à un rôle de starting pitcher. Et ça c'est pour l'année 2016. Là, pareil, très bonne saison, 2,84 d'ERA en 13 starts, et après il est promu du côté des Chattanooga Lookouts. Là-bas, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on change un peu de braquet, on va dire, mais il finit avec un ERA de 5,79. En 2017, malheureusement, blessure, et ça va être un peu le reste de l'histoire de Tyler Jay, pour aller vite. 2018, il revient avec un ERA de 4,22 en 38 matchs, toujours chez les Chattanooga Lookouts. Pareil, 2019, 4,82 en 17 apparitions chez les Chattanooga Lookouts. Il va avoir ensuite un problème, je pense que c'est une maladie qui va le beaucoup l'handicaper, ou c'est une sorte de maladie allergique, on va dire, qui va beaucoup l'handicaper, et on va voir un vrai déclin dans ses performances. Il va être ensuite trade en tant que, on va dire, minor leaguer du côté des Reds de Cincinnati. Là-bas, il va avoir une première apparition en 2019 du côté de Pensacola Blue Wahoos, où il va pouvoir poster un ERA de 3.03, pardon. Difficile d'articuler et de bien m'exprimer avec cette voix bizarre. Mais bref, 3.03 d'ERA en 18 apparitions. Et ensuite, il va aller du côté de l'Arizona League. Et là-bas, il va avoir un ERA de 9. Donc ça va être très compliqué. 2020, vous le savez, il y a eu le Covid, donc pas de ligue mineure en termes de saison. Il va continuer à avoir ses problèmes de santé dont j'ai parlé, notamment liés à cette fameuse allergie.
clairement 2021, ça va être une année pour essayer de récupérer. Hein. Il va essayer de récupérer clairement au niveau de sa santé. 2022, il va pouvoir revenir petit à petit, mais c'est surtout 2023, il va vraiment recommencer sa carrière. Notamment en réussissant dans les ligues mineures, encore une fois, en réussissant à avoir un IRA de 4.26 en 57 manches lancées. Pour finir avec lui, très clairement, comme je l'ai dit, 2024, il va commencer ses débuts, enfin il va avoir ses débuts, il va faire ses débuts en MLB, puisqu'il va récupérer, enfin il va être récupéré par les Mets en 2023, qui vont le faire jouer d'abord en AAA du côté des Syracuse Mets, qui sont souvent pas une très très forte équipe en termes de, si on regarde purement les résultats, bref. Et en 2024, voilà, il va être promu, je pense que c'est le 10 avril 2024, du côté des majeurs. Il va lancer d'ailleurs 2 manches face aux Braves. Je pense même qu'il va réussir une belle performance face aux Royals. Si je me rappelle bien, c'était 2 manches sans concéder le moindre point. Mais ensuite, vous savez un peu comment ça bouge surtout quand on parle de bullpen. Il va être designated for assignment, puisque Michael Tonkin va être récupéré par les Mets en avril, je pense que c'est le 17 avril, si je dis pas de bêtises. Il va repartir chez les Syracuse Mets, pardon. Il va revenir encore en majeur, je pense c'est fin juin ou début juillet. Puis après, au bout de quelques jours, pareil, il va de nouveau être cette fois-ci optionné, c'est-à-dire que vous pouvez renvoyer quelqu'un en triple A sans avoir besoin de forcément le désigner pour assignement, si vous voulez, si je traduis un peu. Mais ensuite, il va être désigné pour assignement pour le coup, le 17 juillet. Et pour finir avec son parcours, il va passer du côté des Milwaukee Brewers. Là-bas, il va aussi avoir une petite apparition, mais rien de bien folichon. Et enfin, en 2025, là, il est passé par les Mariners, notamment au niveau du spring training, ou avant le spring training, puisque je pense qu'il va être récupéré par les Mariners par rapport aux waivers, donc le système des waivers. Mais quelques jours plus tard, je pense 2 semaines après, toujours avant le spring training, il va être désigné pour assignement. Il va décider de plutôt devenir agent libre en fait, puisque vous savez, vous pouvez, en fonction des assignements, vous pouvez être du coup renvoyé dans les ligues mineures et souvent en triple A, mais là pour le coup lui va préférer ne pas respecter ou honorer cet assignement si vous voulez, et il va décider d'être free agent, et en tant que free agent il va signer du côté des Brewers pour un contrat ligue mineure. Je sais même pas si cette saison d'ailleurs il a fait un passage du côté des Brewers en MLB, mais voilà, tout ça pour dire que malheureusement les carrières ne sont pas assurées si vous êtes un premier tour et un fort choix ou fort potentiel de draft. Il est temps de parler d'un joueur qui pour moi entre dans la catégorie du ok, il a une carrière solide en MLB, mais par rapport aux attentes et notamment ce qu'il avait fait en université, on est presque à la limite d'être un peu déçu. Alors attention, rien de grave non plus, faut savoir être mesuré, mais on va parler bien entendu de Andrew Benintendi. Andrew Benintendi, je le rappelle, fort joueur du côté d'Arkansas, du côté de la SEC. Il va d'ailleurs être le meilleur joueur du college baseball et du baseball amateur en général, puisqu'il va remporter et le Golden Spikes et le Dick Howser en 2015. Vraiment très très grosse année pour lui. De toute façon, les 3 années qu'il aura passé du côté d'Arkansas auraient été très bonnes en général. Donc il arrive avec une certaine hype, outfielder de son état, left fielder, et il va être récupéré par les Red Sox qui vont le récupérer. Donc c'est quoi, c'est en 7ème position si je sais bien compter. Et oui, je sais bien compter, c'est en 7ème position. Alors même si on a eu des exemples beaucoup plus prégnants de joueurs très 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 rapides, on va dire de transitionner de la fac ou le lycée, bon le lycée peut-être un peu plus rarement, mais de la fac à la MLB sans passer très longtemps dans les mineurs. Lui, il va lui falloir à peine 1 an, peut-être un peu plus d'1 an, pour être promu dans les majeurs. Il va d'ailleurs passer de la double A au majeur dès le 2 août 2016. Et dès le 3 août, face aux Mariners, il va réussir son premier coup sûr. Donc c'est un joueur qui a été plutôt, on va dire entre guillemets, précoce.
Il va également, quelques semaines plus tard, peut-être 2 semaines plus tard à peine, réussir son premier triple. Et d'ailleurs, je pense son premier home run dans le même match face aux Detroit Tigers. Il va réussir quand même à se montrer intéressant, à faire partie de cette rotation du line-up. Et il va d'ailleurs participer aux fameuses ALDS de 2016 face aux Cleveland Indians. Il va notamment se faire remarquer puisqu'il va, face à Trevor Bauer, on va dire collecter, entre guillemets, frapper un home run. D'ailleurs, je pense qu'à cette époque-là, enfin voilà, il y a une hype incroyable parce qu'à cette époque-là, il devient le plus jeune joueur des Red Sox qui frappe un home run en post-season, tout simplement. Bon, après, vous savez, vous connaissez la suite puisqu'on sait très bien que les Indians vont se retrouver en World Series face aux Cubs, ce qui veut dire que forcément les Red Sox vont être éliminés. Voilà. Ce qui n'empêche pas Benintendi, donc sur un échantillon assez court, d'avoir quand même une très belle saison, un très beau début de carrière en MLB, 295 de moyenne à la batte, 31 coups sur 14 points produits, 2 home runs, une base volée en 34 matchs joués. En 2017, donc il n'y a pas de surprise quand on le voit faire le cut dans l'opening day roster. Et je pense que si je me rappelle bien dans le line-up, il est un frappeur qui commence assez tôt. Je pense que c'est le deuxième du line-up, tout simplement. Il va réussir en général une très belle année 2017, puisqu'il va terminer deuxième, je pense, du rookie de l'année en American League. Bon, après, il faut dire la vérité, c'est que cette année-là, Aaron Judge, qui concourait pour non seulement le rookie de l'année, mais clairement le MVP, a gagné le rookie de l'année de manière unanime. Voilà, il n'a pas reçu un seul vote, Benintendi, pour la première place. Il faut être très clair. Mais malgré tout, c'était une très belle saison. 20 home runs, 90 points produits, 20 bases volées. Voilà, on a clairement sur un joueur qui est en train de montrer ce pourquoi il a été récupéré. Il va aller encore une fois en Divisional Series. Là, cette fois-ci, c'est face aux Astros. Les Astros qui vont donc remporter bien sûr les World Series 2017. Ce qui veut dire encore une fois que les Red Sox ne vont pas faire le cut. Il sera moyennement intéressant sur cette série, mais il ne sera pas forcément le plus en vue. Quoique, on pourrait dire qu'il a été quand même en vue, mais c'est pas non plus le plus handicapant pour l'équipe. On peut dire ça comme ça. Voilà, lui, il aura fait sa post-season, tout simplement. En 2018, année du sacre des Red Sox, il fait encore une fois une très bonne saison. D'ailleurs, sa première partie de saison est tellement bonne que il est pas loin d'être voté parmi les All-Star 2018. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Jean Segura qui va être finalement récupéré pour ce All-Star, en tout cas voté pour ce All-Star à ses dépens. Je pense que sur cette première partie de saison, il avait une ligne statistique assez incroyable, 293 de moyenne à la batte, 515 de swing percentage, il avait déjà 14 home runs et 55 points produits. Au final, sa deuxième partie de saison va être un peu plus compliquée sur le plan statistique offensif, puisqu'il termine avec 16 home runs, c'est-à-dire 2 de plus seulement que cette première partie de saison. Par contre, pas mal de doubles, 41 doubles, 103 runs scorés, 87 points produits et il a volé 21 bases. Il faut savoir qu'il est sur la photo quand on parle des World Series, puisqu'il va réussir sur le Game 4 et les Game 5 à être la personne qui va, on va dire, éliminer le dernier batteur à chaque fois pour sceller la victoire pour les Red Sox. Je me rappelle d'ailleurs que sur le Game 4 c'était vraiment intéressant, d'ailleurs il y a des highlights au cas où, mais c'est sur un diving catch. Et son diving catch va lui permettre d'éviter voilà, les bases étaient pleines clairement, et donc d'éviter des dommages assez compliqués. Ils vont donc gagner les World Series, donc Benintendi, vous imaginez bien, il doit être très content, c'est-à-dire que ce n'est que sa troisième saison au niveau des majeurs. Il a déjà eu une carrière au niveau du collège très intéressante, là il gagne carrément les World Series. C'est clairement un début de carrière rêvé. Mais c'est aussi un peu le début du ralentissement, entre guillemets, de sa carrière au niveau statistique pour un temps. Donc 2019, voilà, il fait une saison plutôt, on va dire, moyenne par rapport à ce qu'il a déjà démontré. En 138 matchs, c'est .266 de moyenne à la batte, 13 home runs, 68 points produits, 40 doubles.
En 2020, vous savez, on arrive sur cette fameuse 6e année de contrat et là, il peut y avoir ce qu'on appelle l'arbitration et pour justement éviter cette arbitration, euh, les Red Sox vont signer ou faire signer Benintendi un contrat de 2 ans à 10 millions de dollars le 29 juillet. Juste pour l'histoire, il va réussir son 500e coup sûr en Ligue majeure, tout simplement. Il y aura une petite blessure en août. Et surtout, je rappelle que 2020, hein, c'était une saison quand même raccourcie. Cette petite blessure en août devient une grosse blessure en septembre. Et voilà. Il va avoir donc tout simplement une année 2020 assez compliquée, on peut le dire comme ça, tout simplement, parce que c'était une saison encore une fois raccourcie. En 2021, les Red Sox qui veulent, on va dire, reconstruire, repartir sur de nouvelles bases par rapport à l'équipe qui a été championne en 2018, ils vont le trade du côté des Royals. Et du côté des Royals, il va faire une saison plutôt intéressante. 276 de moyenne à la batte, 324 d'OBP, 442 de slugging percentage, 17 home runs, 73 points produits en 134 matchs. Il va aussi au niveau de la défense, et ça qui est très intéressant, gagner un Gold Glove puisqu'il va être le leader en termes de left fielders quand on parle de fielding percentage. Voilà. 987 de fielding percentage et surtout avec un nombre de manches jouées quand même assez impressionnant, en 1116. En 2022, il va aller au All-Star Game pour les Royals. Il va être le seul membre des Royals. Parce que les Royals, je rappelle, en 2022, c'est pas les Royals qu'on a vu la saison dernière. C'était des Royals très très en deçà de toute aspiration à pouvoir aller en playoff. Il y avait eu cette fameuse polémique en 2022 par rapport au vaccin du Covid. Vous savez, il devait jouer contre les Blue Jays, mais le Canada, il y avait des restrictions spécifiques. Il y avait des choses à respecter, des requirements, tout simplement. Et il avait fait partie de ces joueurs qui avaient refusé de se faire vacciner. Voilà. Si du côté de cette première partie de saison, du côté des Royals, ça se passe plutôt bien. Il finit avec notamment des lignes statistiques intéressante, pas incroyable mais assez intéressante. Il va être donc trade du côté des Yankees. Du côté des Yankees, ça va pas se passer énormément bien. Il va être assez vite blessé. Il va pas avoir beaucoup d'occasions au final de se montrer. Je pense qu'il aura une centaine de at-bats, mais c'est pas grand chose sur une moitié de saison quand même. Il va devenir donc free agent en 2023. Et donc il va signer avec les White Sox un contrat plutôt intéressant. 75 millions de dollars, je pense, sur 5 ans. Du côté des Red Sox, n'importe quoi. Du côté des White Sox, il va avoir donc au final une première saison plutôt, on va dire, en deçà de ce qu'il est capable de faire. En tout cas, rien d'incroyable. Je pense que c'était quoi ? C'était 5 home runs, 45 points produits. Une statistique assez faiblarde, et puis surtout là où d'habitude on avait plutôt pas grand chose à redire, c'est au niveau du fielding, donc de la défense. Là il va quand même faire 4 erreurs, ça va être je pense d'ailleurs le leader dans le mauvais sens du coup des left fielders en American League. Donc on se dit, est-ce que on n'a pas passé entre guillemets le creux, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver sur le creux de la vague d'une carrière pour Benintendi? 2024 quand même va être plutôt une bonne saison, je trouve. Il va retaper les 20 home runs, qui n'était pas arrivé depuis 2017 au final, donc depuis sa saison rookie. Ce qui ne veut pas dire qu'en termes de stats purs ça va être intéressant, parce que si en termes de toto c'est intéressant, en termes de stats purs je pense que c'est ses plus basses stats moyennes. Par exemple, moyenne à la batte c'est 229, ce qui est assez on va dire exécrable entre guillemets pour un major leaguer. Pareil pour l'on-base percentage, c'est .289. Sa défense est toujours assez compliquée, et je pense que d'ailleurs 2024, comme j'ai dit, il y a cette resurgence au niveau toto, mais au niveau défensif c'est pas bon, au niveau statistique moyenne c'est pas bon. Et une preuve de ça, c'est son WAR. Je pense que son WAR est négatif en 2024,
c'est la pire chose qui puisse arriver à un joueur d'avoir un WAR négatif. Donc voilà, cette saison, euh, c'est pas non plus une saison incroyable. Il a quand même pas mal de blessures, de ci et de là. Donc voilà, on se retrouve avec quelqu'un qui a quasiment 10 ans de carrière, ou en tout cas qui a 10 saisons de carrière, et qui, s'il avait très bien commencé, a montré que voilà, les espoirs étaient bien placés en lui. Bah, au final, on se retrouve sur une deuxième partie de carrière pour l'instant assez quelconque. Ce qui montre encore une fois que rien n'est linéaire dans le baseball. On peut avoir des blessures, être au mauvais endroit au mauvais moment, avoir des petites décisions qui contrarient un peu votre carrière, etc. etc. Et Andrew Benintendi, j'ai l'impression il rassemble un peu toutes ces catégories-là, ou tous ces critères-là que je viens d'énoncer. Donc, c'est loin d'être fini, il est pas vieux du tout, hein, pour le coup, donc il a encore le temps de rebondir et de faire sa trentaine, c'est-à-dire il n'y a pas une carrière qui est plus intéressante au niveau du baseball en général. Là où on trouve le prime d'un joueur de baseball, c'est au début de sa trentaine, on va dire. Donc on va voir si Benintendi coche les cases pour pouvoir bien se relancer. On repart dans notre catégorie des lanceurs qui ont été sélectionnés assez haut, qui au final n'ont pas eu de carrière incroyable en MLB, ou qui n'ont pas, parce qu'ils sont toujours actuellement en MLB. Je pense à Carson Fulmer, 8ème pick de draft en 2015 par les Chicago White Sox. Il aura d'ailleurs signé un très très beau bonus. Il faut savoir que ça vient pas de nulle part, parce que au niveau universitaire, il était du côté de Vanderbilt. Il a clairement été incroyable du côté de Vanderbilt. D'ailleurs, il a gagné le National Pitcher of the Year en 2015, donc son année junior, avec Vanderbilt, avec notamment un ERA de 1.83, 167 strikeouts sur 127 manches, quasiment 128 manches lancées, on va dire ça. Il est aussi finaliste au Golden Spikes, donc ça veut dire que vraiment, il a fait une très très grosse saison. Sa saison sophomore, déjà, il avait été prépondérant, il avait fait partie des joueurs et lanceurs notamment importants dans le titre acquis par Vanderbilt aux dépens de UVA, hein, donc de Virginia, lors des College World Series de 2014. Donc clairement, gros joueur universitaire, surtout dans une fac qui avait su devenir une sorte de modèle quand on parle de lanceurs notamment, et de développement de lanceurs au niveau amateur. Donc là, avec cette étiquette de très très bon lanceur, il va être appelé assez rapidement au final, hein. Dès le 15 juillet 2016, il va arriver du côté des White Sox. Ça va pas très bien se passer. Il va repartir directement, enfin à peine un mois plus tard, du côté des Charlotte Knights, hein, donc la mineure affiliée aux White Sox. Il aura d'ailleurs cette saison, sur ses 8 apparitions du côté des White Sox, un ERA total de 8.49. Même du côté de Charlotte, ça n'aura pas été non plus incroyable, parce qu'il aura un ERA de 4.63, et je pense que c'était en double A. Donc rien de vraiment prépondérant. Si on veut parler de certaines choses qui sont intéressantes pour lui, il va commencer à faire partie de la rotation en 2018. Il va malheureusement pas bien s'en sortir, hein, puisqu'il aura un IRA de 8.07 sur cette partie starter. Il va repartir du côté de Charlotte. Du côté de Charlotte, ça va pas non plus être incroyable. En 2019, il va aussi faire quelques apparitions. Il aura 2 starts et 20 matchs dans lesquels il va apparaître pour un ERA de 6.26 avec les White Sox. Il va être de nouveau, on va dire, cut par les White Sox, mais cette fois-ci de manière un peu plus définitive, puisqu'il va être désigné pour assignement. Lors de cette fameuse saison, d'ailleurs c'est en 2020 hein, pour le coup, désignation pour assignement, lors de cette fameuse saison courte 2020, il va être récupéré par les waivers, du coup les Tigers de Détroit. Il va être désigné pour assignement un mois plus tard. Il aura lancé à peine 6-7 manches et aura un ERA de 6.75 sur ce petit stint avec les Tigers. Il va ensuite partir du côté des Pirates. Du côté des Pirates, il n'apparaîtra même pas dans un seul match. Il va être du coup désigné pour assignement là-bas. Et il va être récupéré ensuite par les Orioles, là où il va lancer 3 manches, un peu plus. Je pense que sur ces 3 manches, il ne va pas concéder un seul point, un seul run. Donc voilà, c'est son petit moment de gloire de 2020, mais rien de folichon. Il va ensuite être récupéré de nouveau au niveau des waivers par les Pittsburgh Pirates. Et il va de nouveau être désigné pour assignement avant l'Opening Day 2021. Il va être récupéré du fait des waivers par les Cincinnati Reds
en 2021, toujours avant le Opening Day. Là-bas, il va avoir quand même un peu plus de chances de se montrer. 20 apparitions, un IRS 6.66. Là, c'est clairement devenu, entre guillemets, un releveur. On va le retrouver du côté des Dodgers grâce à la fameuse Rule 5 draft. Il va être additionné, enfin ajouté à ce fameux 40-man roster du côté des Dodgers. Mais il va être de nouveau désigné pour assignement sans pouvoir même faire une apparition en majeur. Il va faire un peu ce droite-gauche avec les Dodgers sur cette saison 2021, parce que si je me rappelle bien, il est carrément relâché par les Dodgers le 13 mai, alors que le 14 mai, il re-signe, tout simplement, c'est pour pouvoir en fait travailler sur des contrats, et donc il re-signe, mais avec un contrat de ligue mineure. Très clairement, on peut finir en disant que voilà, il va passer du côté des Angels, puis des Pirates, puis il va revenir du côté des Angels cette saison. Mais encore une fois, il n'y a rien de vraiment intéressant. Là, à l'heure où j'enregistre, il est blessé. Je pense que même il est sur la 60-day injured list, c'est-à-dire qu'en gros, sa saison elle est finie. Donc voilà. Carson Fulmer, gros joueur universitaire qui n'aura pas réussi à montrer ce dont il est capable au niveau MLB, tout simplement. Il est temps de parler d'un joueur que moi j'aime bien, qui a une carrière plutôt très solide en MLB. Je parle bien entendu de Ian Happ. J'espère que vous pouvez comprendre tout ce que je dis, parce que là j'ai l'impression que ma voix devient de plus en plus bizarre. Normalement ça ne doit pas m'empêcher de pouvoir être compris et de pouvoir articuler, mais vraiment clairement ce virus m'a bien attaqué quand même. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc Ian Happ, c'est clairement un joueur que moi j'apprécie particulièrement. C'est peut-être pas la grosse star, mais c'est un joueur très important, très solide. Et vraiment, c'est ce genre de joueur dont tu as besoin dans un line-up pour aller loin en général en post-season. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est là, que les Cubs vont forcément gagner des titres. Mais dans le sens que quand vous construisez un roster, ce genre de joueurs comme Ian Happ sont vraiment très importants. Outfielder, très bon défenseur, en a testé 3 Gold Glove entre 2022 et 2024, All-Star en 2022. Il est donc sélectionné lors de la draft 2015, on le rappelle, et par les Chicago Cubs, donc c'est son club de toujours, on va dire sa franchise de toujours. C'était un des top prospects à sa sortie de Cincinnati au niveau NCAA. À Cincinnati, il aura eu des saisons très intéressantes. C'est un joueur qui offensivement montre en fait une science de la batte, une discipline à la batte qui font mouche, mais c'est pas un joueur de puissance. C'est comme ça qu'il est vu et comme ça qu'il est de toute façon en général à sa sortie de collège. Là où aussi il a réussi à montrer des choses très intéressantes, c'est au niveau de la fameuse Cape Cod Baseball League. Vous savez, cette fameuse ligue d'été qui est très prisée des scouts. C'est devenu une ligue vraiment à mettre tout en haut du panthéon des ligues d'été et qui est très importante pour les jeunes prospects pour continuer à faire leur gamme durant l'été. C'est-à-dire que pour eux, le baseball ne s'arrête jamais. Il aurait été d'ailleurs All-Star sur son apparition à la Cape Cod League, je pense que c'était 2014, si je me rappelle bien. Et d'ailleurs, tellement il a été bon qu'il fait partie de cette fameuse CCBL Hall of Fame. C'est-à-dire la Cape Cod League a également son Hall of Fame et lui fait partie de la classe de 2022. Pour vous dire que vraiment il aura eu un passage dans ces ligues d'été très important et ça aura contribué à ses très bonnes notes de la part des scouts et pourquoi il a été donc sélectionné en 9ème position par les Cubs. On va faire simple. Il va donc suivre un parcours assez classique. Il va passer plutôt quelques saisons dans les mineurs. D'ailleurs, il ne sera pas de la partie lors du titre de 2016 des Cubs, il faut le savoir. Lui, il va commencer du côté des Cubs en 2017, si je dis pas de bêtises, ça doit être le mi-mai 2017 à peu près. C'est pas forcément un joueur qui va montrer des choses incroyables en termes de capacité offensive dès sa saison rookie, mais il va quand même être très intéressant. Alors quand je dis ça, c'est quand même un joueur qui aura eu, qui aura su montrer des choses quand même très belles, très intéressantes. Je pense d'ailleurs que, si je dis pas de bêtises, il aura été très bien placé quand on parle de rookie, pour le titre de meilleur rookie de l'année, en 2017.
Mais bon, 2017, je rappelle, la concurrence était rude. On a le fameux Cody Bellinger qui va être donc rookie de l'année en National League. Et face à lui, il y avait quand même des gros joueurs. Je me rappelle, il y avait Rhys Hoskins, il y avait Paul De Jong, Josh Bell. Euh, il y avait aussi du côté de l'ancien, il y avait Luis Castillo, Germain Marquez des Rockies. Enfin bref, je me rappelle pas de tous, mais je sais que il avait quand même récupéré un point dans les votes pour le NL Rookie de l'année en 2017, ce qui est pas si mal. Sachant que voilà, il n'avait pas fait partie de l'Opening Day. Euh, et clairement, il va montrer en fait cette promesse qu'on peut attendre de ce genre de joueur, encore une fois, comme j'ai dit, très solide, à défaut d'être un génie offensif. Je rappelle d'ailleurs, c'est un switch hitter. Donc souvent, ils sont aussi prisés, puisque les switch hitters, on aime bien pouvoir les placer, du coup on a la chance de pouvoir les placer face aux, pardon, excusez-moi, aux différents types de lanceurs, c'est-à-dire le lanceur droitier, le lanceur gaucher, etc., etc. On va dire qu'il va prendre le temps clairement de s'installer définitivement en tant que joueur starter des Cubs, puisque 2018, il va être dans l'Opening Day roster, il va même faire le premier match. Euh, il va être ensuite optionné, enfin il va repartir du côté des Iowa Cubs en 2019, en tout cas au début 2019. Il va être rappelé dans les majeurs en juillet, je pense, 2019. Clairement, l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir diminuer, on va dire ça, diminuer son strikeout rate, parce que c'était le gros problème qu'avait Yann Happ à ce moment-là. Je ne veux pas dire que c'est forcément euh, la chose la plus rédhibitoire, mais clairement, quand on n'est pas forcément un frappeur de puissance en tant que tel, et qu'on vient avec normalement une qualité de discipline à la batte, mais qu'on se fait strikeout autant, ça veut dire qu'il y a quand même un petit souci, et donc voilà. Et il va bien travailler là-dessus. Et d'ailleurs, 2019, quand il revient après ce travail, il va être d'ailleurs sur une semaine, si je ne dis pas de bêtises, il va être joueur de la semaine du côté de la NL. Entre 2020 et 2022, on arrive dans ces fameuses saisons où, vous savez, son contrat rookie se termine, donc on peut avoir cette fameuse arbitration. Lui, euh, pour pouvoir éviter cette fameuse arbitration, je veux dire, pour pouvoir éviter. On va dire que lui, de son côté, il va demander un salaire de 4,1 millions. Voilà. Côté des Cubs, ils vont proposer eux 3,25 millions. 3,25 millions. C'est App qui va remporter la mise, enfin qui va remporter le fameux hearing, donc cette fameuse arbitration, puisqu'il va avoir gain de cause et avoir donc ses 4,1 millions. 2021, c'est clairement pour moi le cap, en fait, où Yann Happ devient ce joueur très important, voire importantissime de ces Cubs. Cubs en reconstruction, c'est vrai, mais voilà, c'est un joueur très solide, 66 points produits sur la saison 2021, 25 home runs, 9 bases volées, enfin bref, une saison plutôt intéressante. Même si, attention, la moyenne à la batte n'était pas fameuse. Mais bref. 2022, là aussi, très très bonne saison. Sachant que défensivement, c'est toujours incroyable. Il va devenir d'ailleurs All-Star. Il va finir la saison avec 17 home runs, 72 points produits, 72 runs scorés, 42 doubles. Et puis surtout avec un pourcentage de .440, ce qui est une marque assez haute pour lui dans sa carrière. En 2023, lui et les Cubs vont se mettre d'accord sur un premier salaire de 10,85 millions pour, vous savez, éviter cette fameuse arbitration, sur cette dernière saison d'arbitration. Et ensuite, il va signer surtout un contrat de 3 ans et 61 millions de dollars en termes d'extension avec ces fameux Cubs. Donc voilà, App, c'est clairement un joueur, encore une fois, très solide, toujours important. Du coup, Gold Glove en 2022, en 2023, en 2024, All-Star en 2022. Là, il fait partie d'un line-up qui est très intéressant pour une équipe qui vise quelque chose d'intéressant au niveau des playoffs à venir. Je rappelle, les Cubs sont déjà qualifiés pour les playoffs à venir. Et donc voilà, Yann Happ, c'est clairement le prototype du joueur dont ont besoin les franchises quand on parle de joueurs plus dans le sens, je dirais, glue guy que véritable star. Et donc, on finit le top 10 de cette draft 2015 avec un joueur qui est le parfait exemple d'un autre cas de figure, le type de joueur qui va finir par aller à l'étranger pour pouvoir s'épanouir. Je parle de Cornelius Randolph, drafté 10e pick 2015 par les Phillies à sa sortie de high school, du côté de la Griffin High School en Géorgie. Je le rappelle que s'il n'avait pas choisi de signer avec les Phillies, quand même pour un beau bonus, 3 millions et quelques, il aurait certainement commit du côté des Tigers de Clemson.
Du côté des Phillies, bon, clairement, on va le voir plutôt dans les mineurs. Euh, Clairement, en fait, il va faire, entre guillemets, la balade des différents étages des mineurs du côté des Phillies. Et on va dire que tout cela va lui prendre les 5 années de cette première partie de contrat rookie. Vous savez, c'est souvent un contrat de 6 ans en fait. Et jusqu'en 2020, il va donc être du côté des Phillies, mais dans l'organisation au niveau des mineurs. Je rappelle qu'en 2020, avec le Covid, il n'y a pas de saison de ligue mineure. Du coup, en 2021, pour sa dernière saison en tant que joueur sous contrat, il va encore jouer dans les mineurs, mais au dernier level des mineurs, c'est-à-dire les Triple A, c'est-à-dire l'antichambre très clairement de la MLB. Il ne va pas être appelé et il va donc du coup être free agent à la fin de la saison 2021. En 2022, on le voit signer du côté des White Sox, mais encore une fois un contrat de ligue mineure. Il va clairement passer le clair de son temps en Double A du côté des Birmingham Barons. Euh, Ce qui va être intéressant à voir, c'est que il va pas du tout s'adapter en fait certainement à l'environnement, certainement au fait que ça fait déjà 5-6 ans qu'il navigue dans les mineurs, que ce soit donc avec les Phillies et là a commencé avec les White Sox, avec aussi cette rétrogradation quelque part, parce qu'il avait réussi à faire le cut jusqu'en Triple A la saison précédente dans l'organisation des Phillies, et là ce retour en Double A se passe très mal. Il va avoir une ligne statistique famélique sur les 11 premiers matchs. Il va donc être libéré par les White Sox dès le début du mois de mai 2022. Et c'est la fin pour lui de son aventure, on va dire, dans l'antichambre de la MLB. C'est-à-dire même pas la MLB, mais l'antichambre de la MLB. Il va ensuite se signer du côté de l'American Association of Professional Baseball, donc toujours aux États-Unis. C'est une ligue qui est plutôt enfin, je veux dire, toujours aux États-Unis, c'est vrai, c'est États-Unis et Canada, mais c'est une ligue, entre guillemets, certes qui est professionnelle, mais à un niveau quand même qu'on pourrait comparer plutôt au niveau A, voire IA, si on veut être un peu plus précis, donc en dessous d'un niveau double A ou triple A. Il va y jouer en 2022, je pense 87 matchs de mémoire. Faire une saison somme toute intéressante, 14 home runs, 64 points produits, 13 bases volées, 517 notamment de slugging percentage. Il va revenir en 2023 avec ces mêmes Kane County Cougars. La saison va être un peu moins bonne au niveau statistique pour lui. Il va très clairement comprendre que le futur ne s'annonce pas au niveau des États-Unis et de l'Amérique entre guillemets du Nord. Il va donc partir du côté du Mexique. En 2024, il va signer avec les Dorados de Chihuahua de la Mexican League. Malheureusement, malgré cette signature, il ne va pas jouer la saison puisqu'il va être relâché avant le début de la saison. Toujours cette même année, en 2024, il va donc revenir du côté des Kane County Cougars pour faire un petit stint. Un stint quand même qui va être intéressant dans le sens où statistiquement il s'y retrouve. Les Cougars également récupèrent le troisième championnat de leur histoire, le troisième titre de leur histoire. Donc clairement il y a un aspect assez positif. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises sur la série en fait, on va dire l'équivalent des World Series de cette ligue, il va être le MVP. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour lui. C'est clairement le highlight de sa carrière, mais bon, on est très loin d'un top 10 de draft en termes de ce qu'on en attend, très clairement, vous l'avez compris. Et donc, fin 2024, il va signer du côté des Tigres de Quintana Roo dans la Mexican League de nouveau, et c'est là-bas qu'il se trouve au moment où je parle. Donc très clairement, on est sur notre profil, un profil d'un joueur qui a donc dû quitter un peu ce domaine MLB. Certes, c'était pas complètement à l'étranger dans un premier temps, parce qu'il a joué dans une autre ligue professionnelle américaine, qu'on ne connaît pas forcément quand on suit la MLB. Puis il a tenté le Mexique une première fois, et là une deuxième fois. On espère que la deuxième fois sera la bonne. Mais voilà, ça peut être aussi le type de parcours qu'on peut voir des joueurs qui vont finir par aller à l'étranger, que ce soit dans les ligues d'Amérique centrale, ou alors même sud-américaine, ou alors asiatique. On voit pas mal de joueurs de baseball partir en Corée du Sud, partir également au Japon bien entendu. Donc ça peut être aussi entre guillemets le chemin du bonheur pour ces jeunes gens.
Voilà, je voulais clairement m'appuyer sur le top 10 et dire un peu où ils en sont pour vous montrer en fait les différents scénarios possibles. Et encore une fois, la draft 2015 pardon, est plutôt une draft très très bonne. J'ai envie de finir en fait en parlant d'autres joueurs que nous on connaît, qui font voilà, des carrières à minima solides en MLB et qui ont été pour le coup draftés beaucoup plus bas. Et ça va être un peu l'occasion de dire, entre guillemets, et si nous on redraftait, entre guillemets, en nous clairement en nous focalisant sur ces joueurs-là. Le premier joueur qui me vient en tête, qui me vient à l'esprit, c'est Austin Riley, bien entendu. Il avait été pris pas si bas que ça quand on y pense bien, parce que c'était le pick 41 de cette draft-là, du côté d'Atlanta. Faut le rappeler, quand il est scouté, c'est un two-way player, Austin Riley. Et d'ailleurs, la plupart des scouts le voient plutôt comme un lanceur plutôt qu'un frappeur, on va dire. Plutôt qu'un joueur de line-up et donc frappeur. Il va se rendre compte que voilà, euh, sa carrière de pitching, ou en tout cas son potentiel pitching ne passe pas le cut pour arriver dans les ligues majeures. C'est ensuite quand il va devenir vraiment un joueur purement de champ, parce qu'il va devenir donc un troisième base, le troisième base que l'on connaît, qui va devenir le joueur que l'on connaît, c'est-à-dire un joueur référencé, All-Star, champion 2022, etc., etc. Donc voilou, Austin Riley, ça peut être le premier joueur qui me vient à l'esprit. Un joueur qui me vient à l'esprit aussi, c'est Brandon Lowe, vous savez, le joueur des Rays, pardon, si on veut un peu prendre l'accent. Il avait été pris au 3e tour, pick 87. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a mis le temps de vraiment s'imposer en MLB. Il a joué dans l'infield, il a joué aussi dans l'outfield en tant que right fielder. Maintenant, c'est clairement plutôt un joueur d'infield, un joueur de seconde base. C'est un joueur clairement sur lequel on s'appuie quand on pense au niveau bat. Donc voilà, c'est un joueur sur lequel on peut parier. Alors, le prochain joueur dont j'ai envie de parler, c'est forcément Cedric Mullins. Cedric Mullins, je vous rappelle que lors de sa carrière à Baltimore, ça a été un joueur référent, plusieurs fois All-Star. Il a mis aussi le temps de vraiment se montrer. Mais quand il s'est montré comme il le faut. Je vous rappelle cette fameuse saison 2020 raccourcie où il est très intéressant. Pardon, j'ai dit 2020, je voulais dire 2021, après la saison 2020 raccourcie pour le coup, excusez-moi. Dans la saison 2021 où il est très intéressant, c'est là vraiment où on va voir le gros outfielder, notamment au niveau offensif également, avec plus de, je pense que c'était 30 home runs cette année-là. Si j'ai pas envie de dire de bêtises, je pense que c'est ça, 30 home runs, et surtout un WAR de 6.2. Donc c'est le genre de joueur dont on n'attendait pas pareil production au plus haut niveau. C'est un joueur non seulement solide, mais qui a été également, entre guillemets, une sorte de star pour les Orioles à certains points. Bien sûr, on peut avoir un autre joueur qui fait une carrière très solide, c'est Harrison Bader. Bon, Harrison Bader, en fait, pour le coup, c'est intéressant puisque, bon, il n'a pas été sélectionné si bas que ça, parce que c'est le 3e tour, un pick 100, mais Harrison Bader, c'était quand même un joueur au niveau universitaire qui est quand même référencé. C'est peut-être pas la star de Florida, mais c'était quand même un joueur référencé du côté de Florida. Et certes, ça n'a jamais été le gros joueur offensif, mais clairement, il est là pour faire le boulot qu'il faut dans l'outfield en termes de défense. C'est pourquoi il est là. Et je rappelle que à partir de on va dire la saison dernière, il a commencé à trouver un peu son rythme de croisière, pour moi, clairement, au niveau de la batte, pour dire que c'est plus forcément un below average offense player. C'est pas forcément le gros joueur offensif, mais il est capable quand même de montrer des choses. Donc voilà. Harrison Bader, je pense que ça peut être forcément un gros joueur. Qui d'autre qui a été pris assez tard au final, dont j'ai envie de parler ici. Ouais, Jake Cronenworth. Jake Cronenworth, on l'a vu, il a mis aussi un peu le temps de vraiment se montrer, et c'est du côté des Padres vraiment qu'il a eu sa breakout
career, on va dire, où c'est là où il a vraiment réussi à se montrer, puisque, je le rappelle, il a été pick par les Tampa Bay Rays au 7e tour. Donc, faut savoir que Cronenworth, c'était aussi un two-way player. Lui, c'était un two-way player du côté de Michigan. Il a été notamment, d'ailleurs, jusqu'en triple A, il a été aussi lanceur. C'est-à-dire qu'il a continué cet aspect two-way au moins jusqu'au triple A avec quelques innings lancés joué en tant que lanceur. Il va être trade du côté des Padres et du côté des Padres, voilà, il va vraiment se rendre très utile. C'est un joueur que l'on utilise un peu partout d'ailleurs, si on veut vraiment parler de lui. C'est vrai que il y avait des choses très intéressantes au départ au niveau défensif, puis sa défense a commencé à devenir de moins en moins impactante. Donc pour le coup, c'est un joueur en fait solide. Voilà pourquoi je peux parler de lui. Un autre joueur solide, c'est Paul DeJong, le shortstop, qui était donc, alors il avait été sélectionné par les Cardinals. On l'a vu très clairement du côté des Cardinals sur la plupart de sa carrière. Et c'est un joueur qui clairement est un très bon défenseur, un joueur qui par contre au niveau offensif c'est pas si folichon. Et le problème qu'on va dire, c'est que si au niveau offensif c'est pas folichon, il faut que la défense reste quand même élite. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, la défense n'était peut-être plus aussi élite, mais ça a été quand même un joueur, ou en tout cas c'est un joueur quand même assez solide. Un joueur dont on a besoin en termes de roster en général. Donc je pense que c'est pourquoi je peux parler de lui. On peut parler également bien sûr de Ty France. Ty France, la France le regarde. Il avait été pris très tard, puisque la draft 2015, on a vu les fameux 40 tours, donc c'était au tour 34, si j'ai pas de bêtises. C'était le 1017e pick par les San Diego Padres. Très clairement, il a réussi vraiment à faire son trou, son chemin. Il a tenu tant bien que mal et il va finir par faire son trou en MLB. C'est pas forcément un joueur star encore une fois, il a eu quelques saisons très très intéressantes, même des saisons récentes d'ailleurs. Mais c'est un joueur au final, c'est le type de joueur en tout cas au final qui vous permettent d'établir un roster qui peut être intéressant. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que j'ai peut-être un... Je vais voir s'il y a un dernier joueur dont je peux vous parler. Je peux parler de Maestro. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça du côté des Guardians. Mais j'ai envie de le garder pour plus tard. Est-ce que je vois pas un autre joueur encore plus notable? David Fletcher. David Fletcher, je trouve que ça peut être un joueur dont on peut parler. Je dis pas que forcément c'est le plus grand joueur. C'est un joueur en tout cas qui a réussi à faire son trou en MLB au final pendant un certain moment. C'est vrai que après ça a été un peu plus compliqué puisque je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était en triple A. Alors je sais pas si c'était en 2024 ou même cette année, mais il était en triple A il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pour dire en tout cas que des joueurs malgré être piqués assez loin entre guillemets, bon lui c'était pas très très loin, c'était le tour 6, quand on sait qu'on avait 40, c'est pas non plus folichon, mais ça reste un joueur qui a compté sur plusieurs saisons MLB. Donc c'est pourquoi j'ai envie de dire que je le garde quand même ici. Je pense que un joueur, là je pense que tout le monde doit être d'accord, Jeffrey Springs les amis. Jeffrey Springs, c'est au tour 30, pick 888 par les Texas Rangers. Et je vous rappelle qu'il a eu sa breakout hier, je pense qu'il avait déjà 30 ans, c'est l'année dernière ou l'année d'avant du côté de Tampa Bay. Donc il est devenu un joueur incroyable du côté de Tampa Bay. Ça peut être le joueur dont on peut parler, voilà, quand on parle de joueur vraiment une sorte de style, mais sur le long terme, parce que il n'avait pas l'air d'être un style avant que vraiment il puisse montrer sur une courte période des très très belles choses. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'aurais pu parler de AJ Minter par exemple, qui a fait son trou, qui était très bon, mais je veux dire, pour lui c'est pas forcément une surprise dans le sens où il a été récupéré au 2e tour. Et je pense pas non plus que c'était un joueur que je vois forcément tout en haut du 1er tour par exemple. Donc pour vous dire que
Voilà, là pour le coup c'est quand même plutôt intéressant. Il y a bien sûr des Lamante Wade Jr. qui sont des joueurs de rotation de line-up assez intéressants. Donc on peut avoir ce genre de joueur-là. Il y a Chris Paddock, si on parle de lanceur. Enfin, voilà, on peut aller loin, hein. On peut revenir, il y aura forcément, surtout qu'il y avait, c'était une draft à 40 tours, donc plus de 1000 joueurs sélectionnés, donc forcément il y a des moyens de retrouver des joueurs même qui ont réussi à s'en sortir sur le tard. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques exemples de joueurs dont on n'a pas vu les noms sortir au premier tour et qui ont fini par faire leur trou en MLB en comparaison à d'autres joueurs dont on a vu les noms, on vient d'en parler au premier tour, et qui n'ont pas du tout réussi à convaincre et à faire leur trou dans ces ligues majeures. Voilou, c'est un épisode assez long, ça fait plaisir de vous refaire des épisodes assez longs. Je pense que je vais refaire un peu ce même principe sur 2-3 autres épisodes au moins. Je vais un peu voir quelles drafts peuvent être intéressantes à revoir et on peut les revoir ensemble. Si jamais il y a de l'actualité niveau college baseball, puisque là il va y avoir comment on appelle ça, les rapports d'automne qui arrivent, puisque là vous savez, pour nous certes c'est la post-season, c'est la off-season même, quand on parle de college baseball, mais pour eux ils ont déjà repris les bancs de la fac depuis août, ils ont déjà repris les entraînements là depuis fin août, début septembre, et là il y a les fameux fall scrimmage où là ils vont vraiment se rencontrer en termes de roster, les tests, etc. C'est là où les entraîneurs vont pouvoir prendre leurs décisions. Et je vous rappelle que si bien sûr les settlements se maintiennent, parce que comme je l'ai dit ça bouge encore beaucoup, ça pourrait être potentiellement une première saison où au 1er décembre il faudra annoncer un roster de 34 joueurs, donc ça va être intéressant de voir tout ça. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de me soigner comme il faut et être un peu plus de retour à la normale, on va dire, en termes de d'énonciation pour un podcast. En tout cas, je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, du soutien, du suivi. N'hésitez pas à interagir avec moi. Je ne mords pas. Je ne mords pas du tout, au contraire. Et surtout ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.